Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce lundi. Le bras de fer entre deux mairies voisines. À l'origine, la reconstruction du marché Sandaga. Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau, déclenche les hostilités. Il déclare que la ville de Dakar n'a aucun projet de réhabilitation du marché démoli vendredi dernier. La maire Soham Wardini va lancer une action judiciaire. Une matinée particulière à Rufisque-Querika où une baleine blessée s'est échouée sur la plage, attirant toutes les attentions. Un phénomène qui pourrait être causé par l'exploration du pétrole au large de Rufisque. Des écologistes alertent sur le dérèglement de la migration de ces espèces. Nous allons également parler dans ce journal des fortes pluies et les inondations à Touba et Amour. Plusieurs familles se retrouvent sans toit. Leur désarroi a atteint son comble et vous les entendrez dans quelques instants. D'abord, les acteurs de la série à polémique Cirque Noir ont été interpellés par la division spéciale de la cybercriminalité. 17 jeunes poursuivis pour attentat à la pudeur, outrage public et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Et ces arrestations font suite à la plainte déposée par l'ONG Diamra et ses alliés du Comité de défense des valeurs morales. Plus de 90 ans de vécu et d'histoire, le bâtiment du marché Sandaga a donc été démoli vendredi dernier, mais sa reconstruction est toujours source de tension. Le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, déclare que la mairie de Dakar n'a aucun projet de reconstruction du marché mythique. Par conséquent, ces différends avec Soham Wardini sont juste politiques. Alioune Ndoye appelle la famille socialiste à récupérer la ville de Dakar. Les précisions de Boubacar Dian. Malgré ses 80 ans, le marché Sandaga fait l'objet de convoitises. Ce marché, construit entre 1933 et 1935, divise les maires de la ville de Dakar et de Dakar Plateau. Alioune Ndoye dénonce ce qu'il qualifie de complot. Le complot pour Sandaga, parce qu'il faut nommer les choses, qu'on a voulu retirer de la commune Sandaga pour en dévoyer la destination. La ville voulait clairement délocaliser ce mythique marché de sa place actuelle, où elle voulait ériger un autre projet culturel, dit-elle, toujours pour amadouer les hommes de l'art, sans jamais leur dire la vérité. La ville avait comme seule et unique visée de délocaliser le marché à Petersen, avec un projet appelé la Rotonde, et pour lequel j'ai déjà dit qu'elle avait emprunté 4 milliards à la Société Générale à un taux non négligeable. Le maire de la commune de Dakar Plateau voit en ce combat une guerre politique. Fort de cela, il lance un appel aux Dakarois. S'il s'agit de préserver Sandaga dans son lieu actuel, alors venez autour de nous faciliter la reconstruction de ce patrimoine à l'identique. S'il s'agit de combats de personnes, de combats politiciens, notez que les Dakarois et les Dakariens, pour parler comme mon grand Serigne, récupéreront dès janvier 2022, Inch'Allah, la ville de Dakar, pour la remettre au service exclusif de ses habitants et des Sénégalais. Nous invitons les habitants de notre capitale à s'unir comme jamais pour délivrer notre collectivité territoriale des griffes d'aventuriers politiciens qui n'ont le projet que d'inscrire notre capitale dans des luttes politiciennes sans le moindre intérêt pour ses habitants, juste pour servir de tremplin politique à quelques carriéristes. Alioune Ndoye appelle le maire de la ville de Dakar à se ressaisir et à œuvrer pour les intérêts de la ville de Dakar et des Dakarois. Le maire de la commune de Dakar Plateau estime que la ville de Dakar essaie de bloquer tous les projets qu'il entreprend pour la ville. La commune de Dakar Plateau est citée parmi celles qui refusent de délivrer des certificats de résidence et le maire Alioune Ndoye dément et tient à préciser que la mairie n'a jusque-là refusé aucune demande de ses explications. Les révisions des listes électorales en vue des élections territoriales prévues en 2022 se poursuivent sur l'ensemble du territoire national.
Une procédure qui ne rassure pas une partie de l'opposition qui multiplie les accusations. Des accusations minimisées par le président du conseil départemental de Guinguinéo. C'est une fuite en avant, selon Pape Malik Nour. L'opposition est en train de chercher les arguments d'une future défaite. Je pense simplement que... Avant même l'ouverture de cette révision, plus de 1 100 000 primo-votants avaient déjà leur carte d'identité. À ces manipulateurs qui veulent croire que l'État veut empêcher les jeunes du pays de voter, ces derniers, dans leur écrasante majorité, n'ont pas besoin de certificat de résidence pour s'inscrire, car ils ne font pas l'objet de transferts, finalement, qui se font tout seuls. Le plateau que l'on a voulu dénigrer était jusqu'à la semaine dernière la commune où il y avait le plus d'inscrits, composée à une écrasante majorité de primo-votants qui détenaient déjà leur carte nationale d'identité avec des adresses du plateau. Aucune demande de certificat de domicile n'a à ce jour enregistré un refus de délivrance. Aucune, même si cette demande reste étonnante, quasiment toutes, par exemple, d'un dernier paragraphe concernant les habitants votant actuellement dans la commune de la Médina voisine. Dans la main à ma famille politique, du PS comme du Benno Bokk Yakaar, pour une organisation déterminée et responsable pour balayer la route à tous ces aventuriers et se préparer à gagner avec la manière toutes les communes de Dakar afin de libérer la ville de Dakar de ces mains inexpertes qui n'ont de projet que de l'inscrire dans un champ de bataille en permanence sans jamais penser à son développement harmonieux dans le cadre du PSE qui mène inéluctablement notre pays vers l'émergence. Et toujours à propos de ce différend sur la reconstruction du marché Sandaga, voici alors la réplique du côté de la ville de Dakar. Le marché appartient à la mairie selon Soham El Wardini. En conférence de presse cet après-midi, elle va d'ailleurs entamer une procédure judiciaire afin, dit-elle, de préserver le patrimoine de la ville de Dakar. Et nous reparlons des élections locales de 2022. Les critiques de l'opposition se multiplient sur les procédures de révision de listes électorales. Elle demande même le blocage des inscriptions et c'est ce qui fait réagir le président du conseil départemental de Guinguinéo, Pape Malik Ndour, estime que l'opposition ne joue pas franc jeu actuellement, d'autant qu'elle n'a pas pris part aux travaux des commissions électorales. Migi Maram Diaye. Les révisions des listes électorales en vue des élections territoriales prévues en 2022 se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Une procédure qui ne rassure pas une partie de l'opposition qui multiplie les accusations. Des accusations minimisées par le président du conseil départemental de Guinguinéo. C'est une fuite en avant, selon Pape Malik Nour. L'opposition est en train de chercher les arguments d'une future défaite. Je pense simplement qu'ils sont aujourd'hui conscients qu'après avoir appelé les Sénégalais à se lever contre le régime, après avoir essayé de tout faire pour ne pas aller aux élections locales, on rappelle toujours que tous ces reports-là qu'il y a eu par rapport à ces élections sont l'œuvre de l'opposition, il faut le reconnaître, parce qu'ils ont parlé de fichier électoral qu'il faut revoir, ils n'en parlent aujourd'hui plus. Mais curieusement, cette question ne se pose qu'à Dakar. Malheureusement, ils sont mal inspirés parce que ce département-là est pour une bonne partie contrôlé par l'opposition elle-même. Membre de la task force républicaine, le coordonnateur du PRODAC a aussi dénoncé l'absence des représentants de l'opposition dans les commissions électorales. Un manque de respect notoire à ses yeux. Faites un reportage dans toutes les commissions administratives qui sont dans ce pays. Chez nous, par exemple, à Guinguinéo, à Mbadakhoune, vous faites des enquêtes, vous verrez que la quasi-totalité des partis qui se disent partis de l'opposition ne sont même pas présents dans les commissions administratives. Donc cela montre simplement que ce débat-là n'existe qu'à Dakar, que ce débat-là n'existe même pas à Rufisque, à Guédiawaye ou bien à Pékin, mais c'est limite un peu ici entre Médina, voilà, etc. Nous gagnerons ces élections et ces gens continueront donc à crier défaite. Pour participer à ces élections, une caution est nécessaire. Pape Malik Nour, qui milite pour une caution consensuelle, demande aux acteurs de prendre toutes les précautions pour éviter les multiples candidatures. Il faudrait qu'on travaille, en tout cas, à minimiser les risques de voir partout des multitudes
donc de listes qui vont se positionner dans les communes et qui vont après divertir l'élection, dévoyer un peu le principe même électoral, parce que je pense que les gens ils ont besoin d'avoir une visibilité sur leur choix. Donc je vous rappelez, en 2014, il y a eu des communes où on a eu à avoir 30 listes. Une rencontre est d'ailleurs prévue ce vendredi entre les acteurs politiques pour la fixation du montant de la caution de ces élections départementales et municipales. Et l'autre titre de ce lundi, les images ont largement circulé sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Une baleine s'est échouée sur la plage de Coricao à Rufisque. Elle était blessée, vous allez le voir sur les images. Les témoins sur place ont tenté de la sauver. Alertés, les écologistes pensent que ce phénomène pourrait résulter de l'exploration du pétrole au large de Rufisque. Les précisions de Mamadou Diop Thioune, haut conseiller des collectivités territoriales, leader de Green Marine, des précisions recueilli par Babacar Seck. Les gestionnaires des baleines ne nous surprennent pas. Il y a des travaux qui consistent aujourd'hui à faire l'exploration et l'exploitation du pétrole. La mise en place des spéciaux nous amène aujourd'hui à constater qu'il faut des dérèglements dans la migration de ces espèces mammifères. Et vous savez, les répercussions des thermodynamiques en mer font qu'aujourd'hui les baleines perdent quand même leur sonde et se dirigent maintenant vers les plages. Ce n'est pas aujourd'hui étonnant que ça soit arrivé. Bon, la dimension détermine que c'est un bébé baleine qui aujourd'hui n'est pas encore à maturité. Et on le constate bien, ça doit appartenir aujourd'hui à un moment ou une horde de baleines qui se dirige maintenant dans l'axe de la recherche Rufisque Offshore vers Sangomar Offshore. Donc ils sont dans le champ d'exploration des deux antennes d'exploration que construit Rufisque Offshore et Sangomar Offshore. Mais dans l'étude environnementale, on avait préconisé ces risques, on avait préconisé aussi ces dégradations qui auraient affecté les mammifères. Il n'y a pas de risque zéro en matière d'exploration. Il faut attendre à autre échouage de baleines. Si les dispositions ne sont pas prises par les sociétés et que les dispositions ne sont pas prises par les autorités, on en verra beaucoup plus encore. Et nous parlons maintenant de ces fortes pluies qui se sont abattues à Touba, occasionnant de nombreux dégâts matériels, notamment au quartier Ndamatou. Des centaines de maisons sont sous les eaux et ces familles ont manifesté pour exiger des solutions à ces inondations. Gorandaklo et Tchernofaï. Des maisons entièrement inondées, des rues impraticables, Ndamatou est englouti sous les eaux pluviales. Une situation qui n'est pas du goût des habitants de ce quartier périphérique de la cité sainte de Touba, d'où leur colère envers les autorités administratives et religieuses de la capitale du mouridisme. cité tamit ñi nga xamante ne bi ñoo autorité président yi fi nekk religieux yi fi nekk dama leen di cité c'est parce que ñoom ñoo dox suñu diggante ak sëriñ bi. L'État n'est pas du tout responsable de ce qui se passe ici. Je pointe plutôt du doigt aux autorités religieuses de cette ville. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout rendre compte au khalife ce qui se passe à Touba. Actuellement, de nombreuses familles ont quitté leur domicile. Le bassin de rétention des eaux pluviales ne peut plus contenir les eaux. Et depuis des années, nous vivons dans ces conditions. Il est donc temps que les autorités réagissent. À l'approche du Grand Magal, des sentiers inachevés campent toujours le décor dans certains quartiers de Touba. Une équation à résoudre dans l'immédiat selon ces fidèles qui risquent de passer des nuits entières à la belle étoile. Cette fois-ci, nous ne parlons plus de violence, car depuis que les pompes sont à l'arrêt, ils n'ont rien fait pour les dépanner. Et le ciel a ouvert ses vannes et d'ici peu Touba sera sous les eaux. Bientôt ce sera le Grand Magal et certaines autorités sont là. Elles ne font absolument rien pour apporter des solutions. Elles sont juste là que pour raconter n'importe quoi au chef de l'État. Ainsi, la population de Ndamatou sollicite l'aide des autorités administratives pour lutter contre les inondations récurrentes dans cette localité. Nous avons quitté notre maison vers 7 h du matin et nous n'avions pas passé. Finalement, nous avons défoncé le portail de la maison pour sortir.
Ce qui est triste en est que certains pères de famille n'ont pas où aller, raison pour laquelle nous sollicitons l'aide des autorités. À Touba, des centaines de familles ont déjà abandonné leur foyer, d'où l'invite des populations de Ndamatou à l'État du Sénégal et aux bonnes volontés à assister les sinistrés. Même scénario à Hambourg, des dizaines de maisons englouties, leurs propriétaires complètement désemparés. Les sinistrés du quartier Oncade sont très en colère et dénoncent un manque d'égard de la part des autorités locales Montagacan. Les environs du pont Oncade, situé sur la route nationale numéro 1, sont inondés d'eau. Beaucoup de maisons restent inaccessibles. Le notable Abdoulaye Gaye, que nous avons trouvé sur le pas de sa porte, a réussi à se frayer un petit espace de libre. Avant de construire la route, il devait d'abord mettre sur pied un dispositif d'évacuation des eaux, ce qui n'a pas été fait. Ce qui fait que l'eau qui n'a plus d'issue arrive directement dans nos maisons. Les occupants de ces maisons inondées ne décolèrent pas. Doudi Diatta et Fallou Gaye en font partie. Notre malheur n'a pas de borne. On est très fatigué. Nous appelons au secours. Ici, toutes les maisons sont inondées et toutes les chambres. Moi qui vous parle, actuellement, tous mes locataires ont quitté la maison. On a veillé depuis 4 heures du matin. Ce n'est pas normal. Je pense que la construction d'une route est d'abord faite pour l'épanouissement des populations. Je suis persuadé que les autorités sont pour nous. Notre calvaire dure depuis des années. Depuis lors, aucune autorité ne s'est présentée pour nous soutenir. Il faut savoir que nous sommes des citoyens comme des autres. Les agents de la mairie s'étaient présentés avec même des gens venus d'ailleurs pour établir des listes. Jusqu'à présent, on n'a rien vu cette année. S'ils reviennent ici, il faut d'abord qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont fait de la liste de l'année dernière. Moutagakan, Mour, I-Radio. Direction le Nord, un litige foncier éclate à Mbane dans le département de Dagana. Des éleveurs disent être victimes de spoliation. Près de 1660 hectares de leurs terres auraient été attribués à un investisseur privé. La mairie dégage toute responsabilité dans cette affaire, disent Momar Alessian et Mokhtar Seck. sàmmkat yi yeewoo ci Mbane kontaanuñu dara dañuy ñawlu ay junni hectare suuf yoo xamante ni dañu ko jébbal benn investisseur bu yeewoo ca Liban. amuñu leneen amuñu feneen ñun dañuy sàmm fii ñun sàmm rek lañu xam suñu nanga suuf bi nag béyk ñun amuñu fu ñu sàmm fan lañ. Toutes nos excuses pour cet élément en Wolof. Momar Alessian qui doit nous parler de ce litige foncier qui a éclaté dans le Nord, à Mbane, précisément dans le département de Dagana. Je rappelle, des éleveurs disent être victimes de spoliation. Près de 1660 hectares de leurs terres auraient été attribués à un investisseur privé. Momar Alessian, que nous aurons en version française sans doute avant la fin de cette édition. On poursuit. Focus sur le camion gros porteur d'immatriculation étrangère, plus connu sous le nom de camion malien. Le véhicule peut transporter des tonnes de marchandises avec à son bord de chauffeur, mais il faudrait de l'expérience pour braver les routes au risque énorme. Et c'est Papa Lunsa qui nous en parle dans ce reportage sur des images de Augustin Mandan. Il peut peser plus de 3 tonnes et mesurer presque 18 mètres. Bienvenue dans mon camion. Bienvenue dans ce camion d'immatricule étrangère plus connu sous le nom de camion malien. De la force pour ouvrir la porte, de la hauteur aussi pour escalader 3 marches afin d'y accéder. À l'intérieur, une cabine avec couchette, un chapelet décore le volant pour protéger ce véhicule d'apparence neuve, mais en réalité, il ne l'est pas. Moussa Tandian est conducteur de camion malien depuis 2004. Camion là, le camion qui est en Afrique maintenant, c'est pas le nouveau camion. Tout ça là, c'est des camions d'Arrobage d'Europe là. C'est ça le problème même. Un problème qui cache un autre, celui du système de freinage. Sanougou Diakalia, conducteur de camion malien, nous explique les raisons. Non, il y a des problèmes de frein. Il y a des problèmes de frein depuis que le camion n'est pas arrivé ici. Il y a des problèmes. Mais s'il est arrivé en Afrique ici, c'est nous-mêmes qui va chercher solution parce que là-bas, eux n'ont pas le temps pour le réparer.
C'est nous-mêmes qui va réparer. Si tu as eu la chance, tu peux réparer. Si tu n'as pas eu la chance aussi, ça te fatigue un peu avant de trouver solution. Un danger de plus en plus accru avec le rythme de travail intense qui ne leur laisse pas parfois le temps de se reposer. Bon, il n'y a pas de temps. Si tu es sérieux, avant que tu saches, il y a des temps. Mais si tu es sérieusement, le propriétaire de bagages, lui, il est pressé. Chaque fois, il téléphone avec toi. Tu es où? On n'a pas de temps pour le reposer. Si ce n'est pas une société là, vraiment, au niveau des employeurs particuliers là, il n'y a pas de repos. Difficile de savoir ce qu'ils gagnent, mais facile de saisir les problèmes auxquels ces conducteurs de camions maliens font face. Hier, un véhicule malien est entré en collision avec un taxi faisant 4 morts à Kaolack sur les routes. Ce type de véhicule est le plus redouté. Merci beaucoup, Papa Lunsar. Et nous passons au sport. Le Sénégal connaîtra demain ses adversaires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort se tient donc ce mardi à 18h à Yaoundé, où nous retrouvons justement notre envoyé spécial, Babacar Ndaofaye. Un ciel sombre plane au-dessus des têtes à Yaoundé, mais ce n'est pas une promesse de pluie qui empêchera le Cameroun de dérouler enfin le tapis rouge à ses hôtes pour ce qui s'apparente à un test grandeur nature, un avant-goût de ce que sera le festival de la CAN du 9 janvier au 6 février prochain. Il reste un peu moins de 24 heures avant que le sort n'en soit jeté pour les 24 nations en lice pour la CAN Cameroun 2021, qui pour diverses raisons se tiendra finalement entre janvier et février 2022. Le tirage au sort est prévu ce mardi à 19h heure locale, 18h temps universel. À Yaoundé, capitale politique du pays de Papi Biya et de Papa Eto, le rythme est soutenu pour faire bonne impression. Après les reports et les palabres sur l'état d'avancement des chantiers des infrastructures prévues pour accueillir la grande messe du football africain, le Cameroun tient à présenter un show dont l'attente en aura valu la chandelle. Merci beaucoup, Babacar Ndaofaye, pour toutes ces précisions depuis Yaoundé au Cameroun. Toujours au football, le Paris gagne sans Idrissa Gana Gueye, mais avec Abdoul Ahad Diallo. Metz Sénégalais tombe à la Beaujoire face à Nantes, 2-0. Le Tour d'Europe, c'est avec Cher Diop. Ce Tour d'Europe des Lions nous mène d'abord en France, où le PSG sans Idrissa Gana Gueye qui s'est remis petit à petit de son Covid, mais avec Abdoul Ahad Diallo sur le flanc gauche, a battu le Racing Club de Strasbourg 4-2. Habib Diallo est entré en cours de jeu. Avec Matar Sarr et Ibrahim Niane, seul Sénégalais au départ, Metz a perdu 2-0 à la Beaujoire face à Nantes. Cheikh Tidiane Sabali et Pape Ndiagayad sont entrés en cours de jeu. Un but partout, c'est le score entre Brest et Rennes Alfred Gomis qui gardait les cages bretonnes. John Lepi n'a pas joué, mais Reims et Montpellier ont livré un match spectaculaire, 3 buts partout. En Angleterre, Ismaël Sarr a bien fêté son retour. Il a inscrit son premier but de la saison avec une victoire 3-2. C'était face à West Ham. Cheikhou Kouyaté était titulaire mais impuissant face à la force de Chelsea avec Edouard Mendy dans les buts qui s'est largement imposé, 3-0. Sadio Mané était également déterminant avec Liverpool, même s'il n'a pas marqué lors du succès 3-0 face au premier Norwich. En Espagne, Ahmed Ndiaye Diédhiou débute en Liga avec Mallorca, mais en deuxième période, avec un match nul un but partout face au Betis Séville de Youssouf Sabaly, qui attend toujours d'être inscrit en tant que joueur andalou. Amadou Loum Ndiaye a également fait ses débuts avec son nouveau club et sa prestation a été saluée par beaucoup. Prêté au Deportivo Alavés par l'FC Porto, il est entré en cours de jeu lors de la défaite des siens face au Real de Madrid de 4-1. Terminons en Allemagne où Mayence a créé la surprise en battant Leipzig 1-0 grâce à la réalisation du capitaine et franco-sénégalais Moustapha Niakhaté. Et on se quitte sur ces notes de sport. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Ensuite des programmes sur ITV. Rendez-vous demain à 19h45. Au revoir.